Vous Merci connaissez Pascal. Gérard Rolls, restez avec nous. 100 histoires de légende de la voile. Et c'est vrai que parmi tous les sports qui font rêver, mais c'est au-delà d'ailleurs, je trouve qu'il y a quelque chose chez les capitaines ou chez les navigateurs comme quelque chose des derniers grands aventuriers. C'est pas la même chose qu'un footballeur ou qu'un basketteur, un navigateur solitaire. C'est les très grosses personnalités de Florence Artaud, Alain Collat, Loïc Perron et ceux qui en ce moment sont sur les flots là du côté de l'Antarctique, là, le Charlie Dalin, etc. C'est vrai que c'est des grosses personnalités. Ils prennent des risques assez insensés. Aujourd'hui, les bateaux, quand même, 40 km/h, 50 km/h, 80 km/h de temps en temps, avec des bateaux de 18 mètres quand même, et dans les 40e rugissants, ce sont des vagues de 5, 8, 10 mètres qu'il faut franchir. Et à chaque fois, ils ont le réflexe, la condition physique, le moral. La condition physique, super important, Pascal, parce qu'ils ne dorment que par des tranches de 20 minutes sur pilote automatique. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire... Ça, c'est une légende ou c'est une réalité? Tu ne peux pas dormir 2 heures consécutives? Sur un bateau comme ça, non. Non, c'est trop dangereux. Les vents changent sans arrêt, la mer change sans arrêt, la houle peut passer de rien du tout, ce qu'on appelle la pétole, c'est un joli mot. Là, ils ont traversé ça d'ailleurs dans le poteau noir en Afrique. Plus rien du tout, plus de vent, plus rien. Donc là, on attend, et puis d'un seul coup, ça se lève. Il y a une dépression qui arrive, comme ils l'ont eu la semaine dernière sur le Vendée Globe, donc là, au large de l'Antarctique. Et là, on a des immeubles entiers qu'il faut traverser, sur lesquels il faut surfer, et donc il faut très peu dormir. Donc il faut être résistant, il faut avoir un caractère, supporter tout ça, c'est-à-dire changer par exemple l'allure du bateau, changer les voiles, changer de direction. Non, ce sont des grands bonhommes et des grandes femmes. Il y a 6 femmes sur le Vendée Globe en ce moment. Il y a 100 histoires de légendes de la voile, et je trouve que c'est une bonne idée de cadeau pour la jeune génération et peut-être aussi pour l'ancienne. C'est chez Grund. Et alors parmi toutes ces histoires, évidemment, je ne savais pas que Raphaël Dinelli, qui est naufragé sur le Vendée Globe en 96, et Kevin Escoffier, qui est naufragé, lui, sur le Vendée Globe en 2020, eh bien, ils doivent leur survie aux leçons tirées de la plus grande catastrophe maritime de l'histoire. En effet, c'est à la suite du naufrage du Titanic, qui avait fait plus de 1500 morts, que furent édictées les premières règles pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la fameuse convention SOLAS, ou SOLAS, je ne sais pas comment on dit, Safety of Life at Sea. Avant de penser sécurité aux normes, l'une des premières initiatives avait été de poser par écrit des règles qui, jusque-là, étaient d'ordre moral. Oui, absolument. Là, après le Titanic, donc, qui a été quand même l'énorme tragédie, 2200 passagers et 1500 morts. On a obligé un certain nombre de bateaux de construire des caissons. Au cas où il y a une avarie d'eau, au moins le bateau pouvait continuer, même en prenant un peu l'eau, continuer sa route. Et puis après, il y a eu plein de règles pour les bateaux de sauvetage. Le nombre de canaux de sauvetage qu'il y a eu à bord. Vous savez, Pascal, je racontais, moi, à propos du Titanic, l'histoire d'un champion olympique qui s'appelle Dick Williams, qui, avec son père, était sur le Titanic pour aller rejoindre Harvard, parce que c'est un très bon étudiant. Au moment du naufrage, ils ont sauté tous les deux dans l'eau. Le père, malheureusement, est mort, il a pris la cheminée. Et la vague de la cheminée a poussé Dick Williams vers un canot de sauvetage. Il s'est accroché au canot de sauvetage toute la nuit, avec les jambes dans l'eau. On l'a récupéré le matin, on l'a hissé sur le Carpathia, qui est le bateau qui a sauvé 500 personnes au moins. Et là, les médecins lui ont dit, on va vous couper les jambes, parce que vous êtes resté dans l'eau pendant toute la nuit, c'est pas possible, il n'y a plus de circulation. Il a dit non, jamais, chauffez-moi, donnez-moi des couvertures, je vous en prie, gardez-moi mes jambes. Il dit non, si. On l'a amené aux États-Unis, hôpital, convalescence, il a marché, il a recouru, il a repris une raquette, il a été champion olympique en 1924 à Paris, en double mixte. C'est une histoire absolument extraordinaire. Bon, un mot sur le Phocéa, parce que dans ces histoires de légende, évidemment, c'était le bateau d'Alain Collat. Alain Collat est disparu en mer avec un autre bateau célèbre, Manureva. Mais c'est vrai que le Phocéa, il pilotait ça, il naviguait ça, il était tout seul qu'un immense bateau qu'a eu Bernard Tapie ensuite. Et c'était le plus grand bateau à voile de l'époque.
qu'on a appelé ensuite le Club Méditerranée, qui a été racheté ensuite par une milliardaire, et qui là, pour l'instant, apparemment, est au bout du monde. Il a eu une énorme avarie, il y a eu un incendie à bord. Bref, il a pratiquement disparu de la circulation. Oui, c'était une folie d'Alain Colas. Autant le Manureva, pour lui, était un bateau de course sur lequel d'ailleurs il a gagné, autant le Fosséa, oui, c'était un paquebot. Il avait gagné quoi avec Manureva, Alain Colas? Parce que c'était en 78, donc il part pour la route du Rhum, et là il a disparu. Mais avant, il avait gagné une course. Il avait gagné, ça va me revenir très vite. Il avait gagné une transat. Il avait gagné une transat anglaise. Et puis ensuite, donc, il se fait prendre la jambe. Je l'ai vécu un peu avec lui parce qu'il avait eu la gentillesse de m'emmener à bord du Manureva et de faire une ou deux sorties en mer avec lui. Et quel souvenir vous gardez de lui? Parce que des gens qui ont connu Alain Colas, il n'y a pas de temps... C'était un artiste. Oui. Il a un tempérament d'artiste, mais en même temps, un super navigateur. Il avait appris à naviguer avec Alain Tabarly. Avec Tabarly. Oui, son accident était épouvantable. Sur une des manœuvres, il se fait prendre le pied dans la chaîne Bien sûr. de l'ancre. Et on a il se fait déchiqueter le pied. Et après, il était sous morphine tout le temps. Et il est parti dans un état, il boitait. Quand il est parti sur la route du Rhum, là, il était vraiment pas bien. Et on n'a jamais retrouvé ni l'homme, ni le bateau. Il y a eu un mystère, même parfois, certains ont dit, comme il y avait des assurances, etc., qu'il était quelque part. Il y a eu toute une légende autour d'Alain Colas. C'est un événement qui avait marqué fortement à l'époque les Français. Et la chanson, Pascal, c'est drôle. Et puis la chanson Manureva d'Alain Chamfort. Mais il y a une chose quand même. Vous dites c'est des aventuriers extraordinaires et personne ne le contestera. Mais l'autre jour, j'étais avec Olivier de Kersauzon. Il me disait que à son époque, en 78, personne ne peut les retrouver et ne sait où ils sont parce qu'il n'y a pas les balises. Il n'y a pas de balises. Aujourd'hui, disait Kersauzon, c'est quand même différent parce qu'ils sont géolocalisés toujours et tout le temps, et même psychologiquement, ça change les choses, Gérard Holtz. Bien sûr. Forcément. Là, aujourd'hui, non seulement ils sont repérés par les satellites, grâce les fameux GPS, mais en plus, pratiquement tous les jours, et moi je les suis là, pour le Vendée Globe, il y a un site Vendée Globe Challenge, ils racontent leur vie, en disant, ben voilà, et là, par exemple, ce qui s'est passé là, au cours de ces dernières heures est assez exceptionnel. Ils étaient 3 à portée de vue. Ils sont au-delà ils sont pratiquement de l'autre côté de la Terre, du côté de l'Antarctique, sud du sud, dans les 40e rugissants, des vagues énormes, et ils se voyaient, les 3, c'est-à-dire Charlie Dalin, Richomme et Simon, les 3 bateaux, ils se voyaient. C'est extraordinaire. Et on les repère à 10 mètres près, grâce au GPS maintenant, on sait exactement où ils sont. Alors on a parlé de la chanson évidemment d'Alain Chamfort et c'est vrai qu'elle est rapportée également dans ces 100 histoires de légende et puis à la saga des Pendwick qui évidemment est accolée au nom d'Éric Tabarly qui est à l'origine de la plus belle saga du nautisme sportif. Écrivez-vous avec votre fils Julien d'ailleurs, Julien Holtz que je cite bien sûr, collectionnant les victoires sur des courses prestigieuses. Il a contribué à la grandeur sportive de la France des années de Gaulle. Ce marin hors pair est le père des Pendwick. 6 bateaux jusqu'à un projet hydroptère, véritable jalon dans l'histoire de la course à la voile. Et Éric Tabarly est une sorte de dieu de l'océan, mort en mer. Et oui, et c'est on va dire, ça ressemble d'une certaine façon à des grands destins comme James Dean ou Molière. Pas mort sur le plateau, mais presque, quoi. Et Éric Tabarly, oui, c'est fou. De lui qui avait pris des risques assez insensés pendant beaucoup de courses, et là, il va tomber du bateau au large de l'Irlande, et il va mourir en mer. Et il avait été retrouvé, je crois, dans un filet, me semble-t-il. Je crois qu'on a retrouvé, non, il me semble qu'on a retrouvé son corps, mais je ne l'assurerai pas. Bon, il est 12h46, c'est la période de Noël chez Erard. Je ne sais pas si vous avez un programme pour Noël. Est-ce que vous jouez d'abord en les ce Holtz, moment? on le fait ce soir, notre réveillon, parce qu'en habitant à Nice, on est un peu séparés. Ah oui. Et donc, on va se faire des petits cadeaux ce soir. Et le 24, alors, vous êtes où? À Nice, avec ma femme d'amour, au pied du sapin et avec nos 2 chats.